Bonjour Fred et bienvenue sur ce podcast. Merci d'avoir accepté l'invitation de Cyclisme Performance Academy. Donc je rappelle que tu es enseignant-chercheur, directeur de la performance pour la Groupama FDJ United, si je ne me trompe pas, parce que le nom, il me semble, a changé cette année. Ouais, Et innovation, aussi, innovation, recherche, développement, ouais, ouais. d'accord, très bien. Mais Et bon, aussi, tu as plus de 30 ans d'expérience dans l'entraînement, donc ça c'est très intéressant pour nous. Donc avec toi, on va parler de performance en cyclisme, forcément, en général, de manière générale. Mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter un peu plus en détail? bah déjà écoute, salut Rémi. Nous on se connaît depuis pas mal d'années puisque pour rappel, je t'ai connu à l'université C'est clair. justement quand j'étais enseignant-chercheur. Me présenter très rapidement, donc je dis toujours que finalement mon profil c'est entraîneur, enseignant, chercheur en fait, puisque j'ai fait STAPS et puis j'ai débuté assez tôt pendant 2 ans comme conseiller à l'époque, conseiller technique régional, c'était en Franche-Comté. Et donc j'ai fait 2 ans de conseiller technique régional. Après j'avais continué mes études en parallèle. Et ensuite j'ai fait 7 années pendant 7 ans prof de PS. Et pendant ces années de prof de PS, où j'ai passé un doctorat et j'ai intégré l'université ensuite pendant une vingtaine d'années. Et là, je suis détaché de l'université depuis 7 ans pour exercer à temps plein dans le privé, dans l'équipe Groupama FDJ United, le poste de. Alors, j'étais entraîneur, j'étais pur directeur de performance, puis maintenant c'est performance, innovation, innovation, développement. Voilà, voilà pour résumer. Ok, très bien. Oui, c'est un résumé. Je sais que tu as fait, t'as fait beaucoup de choses. En tout cas, merci pour cette présentation. Alors, la première question, elle va être assez large, c'est pour ouvrir le débat, hein, mais pour toi, quels sont les piliers ou les fondamentaux d'un entraînement réussi en cyclisme, hein, tout simplement? Voilà, alors là, ça va être compliqué d'y répondre en quelques lignes. Mm. Non, bien Les sûr, après, piliers, les, on les peut. piliers d'un entraînement Vas-y. réussi. Bah, je pense que la première chose, j'ai envie de dire que la séance d'entraînement en tant que telle, la séance du jour, elle n'a de sens à un moment donné que si elle s'inscrit dans un cycle de travail qui, lui, s'inscrit dans une logique de développement du potentiel physique et mental de l'athlète par rapport à ce qu'on attend de lui en compétition, en fait. Ça veut dire que le but, c'est pas d'aller s'entraîner pour s'entraîner et bien faire son travail. Le but, c'est de faire en sorte que l'entraînement qui a été posé, donc la séance du jour quelque part, s'inscrive complètement dans un process qui vise à faire en sorte que la tête soit meilleure en compétition. Parce qu'on voit trop souvent aujourd'hui, comment dirais-je, d'athlètes qui sont. Alors il faut être content de son entraînement. Évidemment qu'il faut être content de son entraînement. Mais la séance d'entraînement en tant que telle, elle n'a encore une fois de sens que si à un moment donné, elle vise à booster le potentiel physique et mental de l'athlète en compétition, parce que la compétition, c'est le nerf de la guerre, quelque part. Alors là, je parle pour l'aspect compétitif, hein. On peut très bien Ouais. aussi s'entraîner pour ne pas faire de compétition et être performant par rapport à soi-même, par rapport à des sorties collectives, etc. Hein, d'accord. Mais là dans un but de haut niveau, et même pas que de haut niveau, hein, même dans un club, quand on fait de la compète, toute séance d'entraînement, encore une fois, doit s'inscrire dans cet esprit d'être meilleur en compétition. Et pour toi, c'est quelque chose qu'on a un peu oublié, peut-être ces dernières années? Non, je dirais pas qu'on l'a oublié. Je dis simplement qu'il faut jamais l'oublier. C'est plus ça, parce que j'entends trop souvent autour de moi des entraîneurs et des athlètes qui à un moment donné sont contents de leur séance. J'ai bien travaillé en fait. Alors oui, c'est important de bien travailler, mais le travail sera plus rationnel si à un moment donné, encore une fois, la séance, c'est bien inscrit dans le continuum et dans le process de ce qu'on s'était fixé je dirais auparavant. Tout ça pour dire que si la séance du jour qui a été prévue ne peut pas être réalisée pour différentes raisons, on pourra y revenir, autant pas la faire à la limite, j'ai envie de dire. Que juste la faire pour la faire. Ça n'aurait pas de sens en fait. Donc, finalement, si je comprends bien, toi, tu veux insister sur le sens de pourquoi on s'entraîne.
et Ah mais redonner ou complètement. donner du sens à l'entraînement. Ah mais complètement. Ça veut dire que à chaque fois qu'on monte sur son vélo, l'entraîneur doit faire en sorte que la séance d'entraînement ait du sens pour l'athlète et que l'athlète sache pourquoi à un moment donné il s'entraîne. Toute séance d'entraînement, ça devrait être ça. Sinon, quelque part, comment dirais-je, le, le fait de s'entraîner juste pour s'entraîner est beaucoup moins puissant au niveau stimulus que le fait de s'entraîner en sachant pourquoi. Et ça, c'est le coureur tout seul qui doit donner du sens à son entraînement. C'est l'entraîneur qui doit donner du sens. J'imagine que c'est un peu des deux, bien sûr, peut-être. Alors idéalement c'est le couple entraîneur-entraîné, donc coureur-entraîneur qui discute, qui échange et qui fait en sorte de valider ensemble un process d'entraînement. Idéalement, c'est ça. Et ensuite, l'athlète s'exécute durant les séances d'entraînement. Mais il faut jamais oublier une chose, c'est que l'athlète, c'est quand même lui qui réalise les séances, c'est lui qui les vit. Et à un moment donné, entre ce que tu es en train de vivre et ce que tu as vécu et ce qui avait été programmé en amont de la séance, il peut y avoir par moments des écarts. Des écarts. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire à un moment donné, s'il y a des écarts, et il y aura toujours des écarts. C'est de ça qu'il faut discuter en fait. Parce que l'athlète, à un moment donné, idéalement, doit être porteur de solutions pour son entraîneur. C'est-à-dire que avec l'expérience, je ne crois plus du tout à l'entraîneur qui ne fait que donner de la séance, en fait, à un certain niveau. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, l'entraîneur a besoin, lui, d'avoir des retours de l'athlète pour mieux comprendre son mode de fonctionnement et pour mieux, justement, ensuite calibrer les séances d'entraînement. Et Donc est-ce quelque que part, pour... Ouais, vas-y. c'est un échange qui doit avoir lieu sans arrêt suite aux entraînements, en fait. L'entraînement ne se termine pas une fois que tu es descendu du vélo, en fait. Ça continue derrière dans les échanges. Et par rapport à ton expérience, notamment avec les coureurs de haut niveau, est-ce que tu vois une relation entre l'implication du coureur et la performance? Parce qu'on en a déjà parlé, en fait. Il me semble savoir ce que tu penses à ce niveau-là. Euh, mais je voulais, voilà, avoir vraiment ton opinion là-dessus sur est-ce que les champions ont une approche particulière de l'entraînement en général? Alors le champion, si on veut parler du champion, je ne vais même pas parler que du cyclisme, hein. Le champion, il ne fonctionne pas comme la plupart des autres athlètes, en fait. C'est le champion. Le champion est quelqu'un qui a la capacité, à un moment donné, à comprendre ce qui fonctionne pour lui, en fait. Et à partir de là, il est porteur de solutions, souvent. C'est lui qui, à un moment donné, va pouvoir te faire comprendre certaines choses et tu es là pour l'accompagner. Un champion, ça s'accompagne, ça ne se dirige pas. Alors que d'autres athlètes, c'est plus facile à diriger, dans le sens où tu es plus porteur de solutions pour eux, parce qu'à un moment donné, ils ont besoin de ça. Le champion, lui, c'est celui qui, à un moment donné, va être capable de te dire, ben, telle séance d'entraînement, elle fonctionne pas, explique-moi pourquoi. J'aimerais bien qu'on fasse ci, j'aimerais bien qu'on fasse ça, il faut éviter ci, il faut éviter ça. Souvent, le champion, c'est celui qui, à un moment donné, euh, n'est pas lisse, comprend les choses avant toi, te fait comprendre qu'à un moment donné, tu vas sur une fausse route, te donne des outils, te donne des solutions pour mieux l'accompagner. C'est ça le champion. C'est pour ça qu'ils sont rares en fait. Mais à côté de ça, évidemment, après tu as les autres. Alors les autres fonctionnent aussi en partie comme ça. Et puis tu as ceux qui, à un moment donné, te demandent tous les jours de leur donner de la séance. Ils ont besoin de ça, ils fonctionnent comme ça. Alors, il y a beaucoup moins d'échanges, ils ont besoin de se rassurer que de la séance d'entraînement qui est bien programmée, qui est bien formatée. Ça les rassure et ils sont moins porteurs de solutions. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, tu es obligé, dans le système d'entraînement, en un, avant d'entraîner, de comprendre justement comment fonctionne l'athlète qui est en face de toi, comprendre son modèle de fonctionnement. Donc le champion, lui, Mais évidemment, extrêmement complexe et il faut bien comprendre comment justement ces gens-là fonctionnent pour leur donner le meilleur accompagnement possible.
Mais est-ce que ça pourrait être plus efficace avec des coureurs justement qui sont demandeurs de séances, qui sont en l'occurrence pas des champions? Est-ce que ça pourrait être plus efficace de les amener vers un peu plus d'autonomie et de réflexion personnelle? Ou est-ce qu'ils sont dans leur mode de fonctionnement et c'est leur mode de fonctionnement qui fonctionne pour eux? Alors encore une fois, en un, le but pour moi d'un bon entraîneur, c'est d'inciter l'athlète à, comment dirais-je, à être acteur de son propre modèle de performance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, avoir un athlète qui n'attend que de recevoir des éléments, c'est pas la meilleure solution. Ça veut dire qu'à un moment donné, il est tellement en attente qu'il va exécuter, en fait, ça devient un exécutant. Alors oui, tu vas le faire progresser, mais à un moment donné, on sait qu'à un moment donné, ça sera limité. Mais avec certains, tu seras obligé, tu pourras pas aller plus loin, en fait. Ça, ce sont des bons exécutants, quelque part. Il y en a un certain nombre pour faire avec. Mais il n'empêche que l'entraîneur doit toujours se dire à un moment donné, malgré que j'ai en face de moi un athlète qui aime exécuter, il faut que je l'incite sans arrêt quand même à devenir quand même acteur de ce qu'il fait en lui donnant en, en- en allant chercher du discours, du dialogue et en l'incitant à faire remonter des informations pour que l'entraîneur se nourrisse quelque part. L'entraîneur, il a besoin de se nourrir. Donc l'athlète qui est un exécutant doit comprendre que pour que son entraîneur soit meilleur, il doit lui fournir de l'information. Et c'est à l'entraîneur de faire comprendre ça. Parce que si tu restes en te disant ouais, il aime exécuter, je reste dans ce modèle-là, tu peux le faire. Mais à un moment donné, moi je l'ai vécu, hein, l'entraîneur va s'ennuyer et tu sens vite les limites à un moment donné. Parce que t'as pas de retour. Alors aujourd'hui on a des fichiers, on a des réponses en termes de watts, en termes de fréquence cardiaque, mais tu as besoin d'avoir des retours de charge interne, tu as besoin d'avoir des retours de ressenti pour être meilleur dans ce que tu vas donner à l'entraînement en fait. C'est pas, ce n'est pas que la réponse en termes de puissance qui va te permettre à un moment donné d'exploiter le plein potentiel de l'athlète. C'est ça que je veux dire en fait. Ça ne suffit pas. Donc concrètement, quand on pense à Thibaut Pinot, Arnaud Demar, Arthur Vichot, Romain Grégoire, tous les grands coureurs que vous avez formés ou croisés à la FDJ, ou à la Groupama FDJ, ils ont tous eu cette caractéristique commune. Ou alors, là aussi, on retrouve de l'hétérogénéité. Alors déjà, j'ai envie de dire, c'est assez clair, c'est ils sont tous différents dans leur modèle de fonctionnement. Tu n'en as pas un qui fonctionne de la même manière. J'ai même envie de dire que tu prends autant d'athlètes que tu prends 100 athlètes, tu auras 100 modèles de fonctionnement différents. Tu n'en as pas un qui fonctionne de la même manière. C'est la raison pour laquelle, à un moment donné, avant d'entraîner, faut comprendre comment ces gens-là fonctionnent. C'est ça qui est compliqué en fait, parce que si tu commences à donner des séances d'entraînement sans avoir compris leur mode de fonctionnement, par moment, tu vas avoir le retour de boomerang, hein. Tu vas comprendre que ça ne fonctionne pas. Moi, je l'ai vécu, hein. Je peux le dire, hein, avec certains, bon, il a fallu essuyer les plâtres. Pendant certaines périodes, en voulant faire comme moi je voulais faire, j'ai rendu des athlètes moins bons. Faut avoir l'honnêteté de le dire. Et je comprenais pas pourquoi. Ouais, mais c'est comme moi j'ai envie de faire, donc je les rendais exécutants en fait, hein. Et je m'apercevais qu'en compétition, ils étaient moins bons. Et là, tu te poses des questions. Pourquoi ils sont moins bons Et, alors qu'ils font ce que je leur dis? Et après, tu comprends. Tu comprends pourquoi en discutant avec eux. Et en fait, tu t'aperçois que tu les entraînais trop à la marge, trop en dehors de leur modèle de fonctionnement, donc tu les rends moins bons en fait. Ça veut dire que quelque part, il faut comprendre, il faut rentrer dans le cadre de l'athlète, et pour bien les entraîner, aller à la marge, c'est là que tu vas les faire progresser, aller à la marge de leur modèle pour étirer le modèle, mais si tu sors trop de leur modèle à un moment donné, tu leur donnes des séances d'entraînement qui sont quelque part physiquement et mentalement euh, peu stimulantes ou trop stimulantes, ou tout du moins qui ne les stimulent pas rationnellement, quelque part, pour développer leur potentiel physique et mental. Je dis bien les deux, potentiel physique et mental. Parce que tu es finalement pas dans leur modèle de fonctionnement. Tu es en dehors. et ça, il faut l'entraîner déjà chez les jeunes ou est-ce que c'est plutôt quelque chose qui vient sur le tard? Alors, ça c'est intéressant comme question, parce que je dis toujours que quand tu as en face de toi un jeune il n'a pas de modèle de performance. Il n'a pas de modèle, il connaît pas ce modèle de fonctionnement, parce qu'il est jeune en fait. Donc quand tu entraînes des jeunes, en fait, au départ, tu as beaucoup de choses à leur apprendre. D'accord? Mais il faut, dès le plus jeune âge aussi, leur faire comprendre qu'à un moment donné,
euh, ils sont acteurs de leur propre performance. Et surtout, quand ils réalisent un exercice, pendant l'exercice, ils doivent être acteurs de leur exercice. Pour donner un simple exemple, dans toute séance d'entraînement, quand tu es un jeune, il faudrait que, idéalement, et moins jeune d'ailleurs, après la séance d'entraînement, prendre le temps nécessaire pour comprendre comment il a vécu la séance d'entraînement par rapport à ce qui lui a été proposé en fait. Et c'est là que tu vas faire progresser les jeunes avec l'âge évidemment, et ce qui va permettre après, en fonction de leur expérience, de les rendre meilleurs année après année en fait, parce qu'ils auront compris que quelque part l'entraînement ne s'arrête pas euh, au moment où où j'ai raccroché mon vélo et que j'ai pris ma douche. Il continue après dans le décortiquage de la séance avec mon entraîneur. Prendre le temps d'échanger et d'expliquer à mon entraîneur comment j'ai vécu ma séance en interne en fait. Ce qu'on appelle la charge interne quelque part. Aujourd'hui, on l'oublie ça. On est que sur l'externe beaucoup. On pourrait revenir sur les datas en fait. Mais les datas sont une simple réponse de ce qu'a produit la tête sur le terrain. Et tu peux avoir par exemple des réponses identiques en termes de watts, alors que la manière de l'avoir vécu en interne, en charge interne, c'est complètement différent en fait. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Quand tu réussis à un moment donné à avoir des échanges avec l'athlète en lui faisant comprendre que ce qu'il a produit en termes de watts par exemple, ou en termes de fréquence cardiaque, en termes de enfin tous les signaux, tous les paramètres que l'on a en ce qu'on appelle en output, en externe, quand tu arrives ensuite à échanger sur le vécu, sur la manière de l'avoir produit, là tu fais progresser les athlètes. Je ne sais Ah, pas ok, si non, j'étais mais très clair. si, si, je pense que tu as été très clair et enfin, c'est très intéressant. C'est un discours qu'on n'entend pas toujours. Et je pense que ça, c'est aussi l'expérience, hein, bien sûr, qui fait Bah, dire ça. si je peux me permettre, j'irais même à dire qu'aujourd'hui, ce qu'il faudrait, c'est mettre en place des séances d'entraînement sans aucune data sur les compteurs, en fait. Simplement avec le perceptif. Alors évidemment, tu enregistres, tu mets ou le compteur dans la poche, ou tu barres les datas sur le compteur, mais si tu veux faire progresser les athlètes, et pour moi, l'entraînement de demain, parce qu'il faut y revenir, ça va être ça, cette capacité à faire travailler l'athlète qu'avec le perceptif, en enregistrant les datas, et ensuite, avant de lui montrer, discuter du vécu de la séance. Et après, tu vas sur les datas, en fait. Alors, il ne faudra pas le faire tout le temps, mais ça sera la seule manière de pouvoir booster le potentiel physique des athlètes, surtout aujourd'hui où on est trop data quelque part. On pense que la production, la réponse que l'on analyse via les capteurs que l'on a, permettent à un moment donné de faire progresser la tête à 100%. Bah, je dis faux. C'est pas suffisant. C'est plus suffisant en fait. Ça veut dire qu'il va falloir revenir aux bases, et là je dis bien les bases de l'entraînement, qui sont qu'à un moment donné, la performance ne peut s'établir qu'avec un puissant cognitif, c'est-à-dire un cerveau, un cerveau complètement productif en fait, c'est-à-dire indépendant des datas que tu peux produire. Parce que quand tu es en compétition et que tu dois produire de la performance, c'est ça qui se passe en fait. Ah, ça me fait penser. Alors, forcément, je vois passer des coureurs qui sont difficilement capables de réaliser une séance sans compteur. Et on voit aussi maintenant, par exemple, sur Home Trainer avec le mode ERG, des coureurs qui ne réfléchissent plus vraiment et qui veulent être guidés à 100%. Et moi, personnellement, en tant qu'entraîneur, je rejoins ton avis. J'ai pas l'impression que ça soit forcément un mode ou quelque chose d'efficace pour la performance. Voilà, c'est ce qu'on appelle le clampage. Le clampage, c'est s'entraîner en regardant des datas produites. Alors je dis pas qu'il faut pas le faire. C'est-à-dire que, attention, entraîner quelqu'un, ça veut pas dire faire toujours la même chose. Ça veut dire qu'il faut passer par différentes méthodes. Par moment, il faut clamper les watts. Par moment, il faut les cacher. Par moment, il faut jeter un coup d'œil et jongler entre le perceptif et puis les watts. Ça veut dire que c'est ça qui va faire progresser un athlète, encore une fois. C'est pas ne faire qu'une seule méthode qui viserait à faire que du perceptif. Non, faux. Booster un athlète, c'est être en capacité à un moment donné à booster son brain training quelque part. Parce que quelque part, c'est ça qui va faire la différence. Il faut jamais oublier que
que les watts qui sont produits sur un compteur ne sont que la conséquence d'une action volontaire qui a été produite par l'athlète. Il faut jamais l'oublier, c'est une conséquence. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut comprendre que tu peux produire des niveaux de watts dans différentes zones d'intensité avec des organisations mentales complètement différentes, avec des organisations internes, de fonctionnement interne complètement différentes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, certains se perdent avec les zones d'intensité. Ah, j'arrive pas à tenir ma zone. Mm. Eh ben ouais, ça on peut en reparler. Parce qu'on lui a dit, viens, ta zone, elle est dans ces, elle est dans cette fourchette de watts. Mais quand tu es fatigué, c'est normal qu'à un moment donné, en charge interne, tu puisses produire moins de watts avec des sensations données. Alors certains vont à tout prix vouloir pousser pour les maintenir, et là tu te gourres. Parce que tu ne considères plus la charge interne comme une base de travail, mais tu es lié à ta zone de watts qui, à un moment donné, te renvoie dans des zones qui ne sont plus les bonnes. Ouais, ça c'est très intéressant parce que encore une fois, c'est quelque chose que je vois régulièrement et peut-être plus avec des sportifs plus amateurs. J'ai l'impression que quand on monte dans les niveaux, il y a un peu plus d'autonomie à ce niveau-là. Mais maintenant, je voudrais passer enfin, à la deuxième question, mais qui rejoint ce qu'on a déjà abordé, hein. C'était peut-être la prendre dans l'autre sens, mais à l'inverse, je t'ai demandé les fondamentaux pour toi, mais à l'inverse, des grandes erreurs à éviter dans l'entraînement. Toi, avec ton expérience, tu as dû voir beaucoup d'erreurs de ta part et de la part des coureurs. Et pour toi, quelles sont les grandes erreurs qui vont parfois ruiner ou souvent ruiner un plan ou un programme d'entraînement? Je pense que la plus grosse erreur serait de produire un plan d'entraînement sans avoir au préalable euh, pris le temps de l'analyse de ce qui se passe aux compétitions. Alors je vais m'expliquer. Chaque coureur a un profil qui lui est propre. Donc en un, il faut déjà bien déterminer le profil du coureur. Et ça, je l'ai souvent observé et je l'observe encore. Imagine, tu prends un coureur et tu vas prendre 10 directeurs sportifs et 10 entraîneurs. Je te fais le pari que tout le monde ne va pas être d'accord sur le profil global du coureur. On est d'accord ou pas là-dessus? C'est-à-dire qu'il va y avoir Ouais, ouais, des ouais, petites, complètement. il va y avoir des, certains vont dire ouais, mais pour moi c'est un grand sprinter, ah, pour moi c'est un grimpeur, ah bah non il grimpe pas si bien que ça, etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en un entraîneur doit être capable à un moment donné de très bien identifier le profil général de son coureur. À partir de là, ce profil doit s'exprimer en compétition. C'est ça le but. C'est-à-dire qu'il faut développer, tirer vers le haut au maximum le profil bien identifié de l'athlète pour faire en sorte que ce profil s'exprime à 100% en compétition. Donc toi, À tu serais, partir... je te coupe, mais tu serais Oui. plus pour travailler, parce que c'est une question qui revient souvent pour travailler les points forts plutôt que les points faibles. J'imagine que c'est un équilibre à trouver. Mais en tout cas, toi, tu irais davantage vers ça. Ah ben j'en reviens, tu as la réponse dans ta question. Le nerf de la guerre, c'est la compétition. Ça veut dire qu'il faut prendre en compte le modèle compétitif, dans quelle compétition il participe, où est-ce qu'il est le meilleur, où est-ce qu'il peut aider pour l'équipe, où est-ce qu'il peut s'exprimer lui. Et à partir du modèle compétitif, et évidemment, toujours développer les points forts, ça c'est évident. Il faut mettre le paquet sur les points forts. Il y a pas d'intérêt à passer du temps sur les points faibles. Alors je vais exagérer le trait, hein. Quel est l'intérêt de passer du temps à entraîner un sprinter pour monter des cols plus vite? Aucun. Sauf quand il fait des grands tours, à faire en sorte qu'il soit capable de passer plusieurs cols dans le groupe Eto en étant le moins coûteux possible. Mais le but, c'est pas de le faire travailler pour qu'il puisse suivre les grands grimpeurs. On n'y arrivera pas. Donc il n'y a pas d'intérêt. En revanche, un sprinter, l'intérêt, c'est de faire en sorte qu'il puisse exprimer ses qualités d'explosivité à la fin d'une course en étant fatigué. Un grimpeur, l'intérêt, c'est pas qu'il soit performant sur 20 minutes quand il est frais, c'est qu'il soit performant dans le dernier col pour être capable pendant 20, 30, 45 minutes de développer son plein potentiel physique sur un effort très proche du seuil ou au seuil. Voilà. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, à partir du modèle compétitif, bah, tu mets en place justement le modèle d'entraînement. Je reviens à ce que je disais. C'est ça qui aura du sens. Mais juste entraîner en disant tiens, je vais développer de la PMA, je vais développer un petit peu de ci, je vais développer un petit peu de ça. On veut développer un petit peu tout. Ça n'a pas de sens en fait. Ça veut dire qu'il faut développer
le potentiel physique de l'athlète dans des séances d'entraînement de deux manières. En se rapprochant le plus possible des situations compétitives et par moment en mettant en place des séances que je vais appeler analytiques. L'analytique, c'est faire un zoom sur une qualité que tu veux booster en fait. Tiens, je veux booster l'explosivité. Je vais mettre en place des séances pour travailler l'explosivité. Je veux booster la VO2 max. Je vais mettre en place des séances pour booster la VO2 max. Là, on fait de l'analytique, on met un zoom. Mais c'est pas parce que tu vas booster une qualité physique que tu vas faire en sorte qu'elle puisse s'exploiter et s'exprimer de manière rationnelle en compétition. Et ça, c'est pas toujours bien compris. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, je vais Ah, je donner vois un autre complètement ce exemple. que tu veux dire. Ouais. Je vais donner un autre exemple. Aujourd'hui, on voit qu'en World Tour, ou dans beaucoup de courses, ce qui pèse énormément, c'est l'intensité 3. L'intensité 3, c'est quoi? C'est le travail de pacing, de rythme. C'est ce que fait Pogačar avec son équipe en fait. Il use. L'intensité 3, c'est quoi? C'est du travail de rythme qui est usant au niveau énergétique parce que tu vas piocher constamment pendant plusieurs heures du sucre et du glycogène, donc tu épuises petit à petit tes réserves. Et cognitivement, c'est pas souvent dit, cognitivement c'est fatigant parce que tu mets ton cerveau, tu es tout le temps en prise. Et quand tu es en prise, ton cerveau travaille beaucoup cognitivement en fait. Donc c'est très coûteux mentalement. Ce qui fait qu'à un moment donné, tu as beau développer toutes les qualités physiques de ton athlète en PMA, en explosivité, en tolérance lactique, si ton athlète est usé par du travail à I3, il va arriver en fin de course, il ne pourra pas les exploiter. Voilà, Ouais, ça, c'est. Moi, je me souviens, ouais, enfin, on en avait discuté quand il y avait la mode qui arrivait du modèle polarisé. On parlait beaucoup de modèle oui. polarisé. Et toi, tu m'avais dit, oh là là, moi, je n'y crois pas à ce modèle-là. Et la zone I3, qu'on considérait comme une zone grise vers laquelle il fallait pas aller à ce moment-là, bah toi, tu dis non, 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 c'est très important. Et je retrouve ce discours-là, finalement, Mais maintenant. le modèle polarisé, en fait, ça a été mal compris, hein. C'est tiré d'études scientifiques et il faut bien les comprendre. En fait, le polarisé, c'est quoi? C'est de se dire qu'à un moment donné, ouais, on passe beaucoup de temps d'endurance, donc ça pèse beaucoup. Et puis de temps en temps, bah, on passe peu de temps, mais on va faire de l'intensité. Et puis au milieu, on fait rien. Mais en fait, quand tu fais de la quantification d'entraînement, évidemment que tu vas trouver ça quelque part, hein. Ben, ça voudrait dire qu'il faut jamais s'entraîner en I3 et en I4. Mais c'est une hérésie. Parce que quand tu fais des montées de colle, qu'est-ce qui fait la différence? C'est cette capacité I3, I4 de durer longtemps en fait. Et on met en place des processus cognitifs, mentaux, très puissants dans ces zones d'intensité-là. Et si tu ne les travailles pas, tu ne vas jamais le mettre en place en fait. Donc c'est une hérésie de penser qu'à un moment donné, il faudrait faire que de l'intensité faible et de l'intensité très haute. Ça n'a pas de sens en fait. Ça veut dire que le sens, c'est de faire un petit peu de tout, mais en fonction du profil du coureur, aller piocher évidemment par rapport à son profil dans cette palette des zones d'intensité et de zones de travail, en fonction de la durée, pour faire en sorte de le booster en compétition. D'accord? Et donc je reviens sur cette zone 3. Par exemple, ça n'aurait pas de sens de travailler la zone 3 tout seul, entre guillemets, la gueule dans le vent. Parce que les braquets que tu mets ne sont pas les mêmes qu'aux compétitions. Donc la, 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 la spécificité musculaire, le muscle travaille en tension, longueur, vitesse, n'est pas la même derrière un scooter ou en compétition que si tu travailles tout seul. Le crank inertial load, c'est-à-dire le, le couple de force, la relation tension-longueur-vitesse que tu mets au niveau du muscle sur le fait de pédaler tout seul avec un certain développement, la gueule dans le vent, n'est pas la même que derrière un scooter ou en peloton. Ça veut dire que l'athlète qui ne fait jamais aujourd'hui de derrière moto ou de derrière scooter à I3 ne travaillera peu en situation spécifique de compétition. Ah, Ça veut dire c'est qu'aujourd'hui, très intéressant, ouais. Ouais, parce que ça me fait penser en fait à, ça, c'est des discours que j'entendais il y a 10-15 ans. Et il y a 10-15 ans, certains entraîneurs, souvent, on disait, bah non, 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 c'est les watts. En fait, le scooter, c'est juste pour, presque pour t'amuser. J'ai l'impression qu'on revient pour beaucoup de choses à des choses qu'on connaissait déjà avant et qu'on avait un peu oubliées. mais on a oublié une chose, je te dis, c'est sur les bases. Les bases, c'est revenir par moment à l'entraînement au plus proche de ce qui se passe en compétition. Il faut simuler
Plus tu te rapproches de la compétition, c'est une règle de l'entraînement, plus tu te rapproches de la compétition, plus tes cycles d'entraînement doivent se rapprocher des situations que tu vas retrouver en compétition, en fait. Donc si ton athlète a passé son temps à faire je reprends l'exemple de l'intensité 3, à faire de l'intensité 3 tout seul, lui tout seul, il a travaillé quelque part peut-être, je dis n'importe quoi, à 300 watts dans la bonne zone d'intensité à intensité 3, mais il n'est pas en spécifique au niveau musculo-tendineux et au Mais niveau du crank inertial land que tu vas retrouver en compétition. C'est-à-dire que les braquets ne sont pas les mêmes. Tu comprends ce que je veux dire? non, Donc mais ça veut dire qu'à un moment je donné, il ne va pas comprends, s'y bien sûr. retrouver en compétition. Oui, il aura progressé, mais dès qu'il va devoir rouler avec des braquets différents dans les roues des autres, etc., le muscle, il ne va pas comprendre. Mais par contre, ce modèle-là, j'ai l'impression qu'il pourrait avoir certaines limites avec des coureurs amateurs qui courent tous les dimanches, on va dire, en caricaturant. Dans ce cas-là, à l'entraînement, est-ce que c'est si important que ça de se rapprocher du modèle de compétition alors que ce modèle de compétition, tu le travailles de toute façon quasiment tous les week-ends? Alors, encore une fois, c'est pas une histoire d'amateur ou de professionnel. Si tu prends ton amateur, pareil, il faut regarder les courses auxquelles il participe. Si l'amateur participe à de nombreuses courses où le rythme I3 est très faible, il n'y en a pas beaucoup, c'est du bing bang boom sans arrêt, ça attaque, ça s'arrête, ça attaque, ça s'arrête. Encore une fois, bah, tu vas regarder quel est le modèle compétitif, puis tu vas lui faire travailler davantage un modèle, peut-être plus avec des accélérations, des serrations, la tolérance lactique, etc., qui fait qu'il se rapproche de ce modèle-là en compétition. Tu comprends? J'en reviens à ce que je te disais, c'est que tu n'as pas de recette en fait. Il faut prendre le temps d'analyser les compétitions et de se dire, voilà, il se passe ça en compète, on va s'y rapprocher. On va s'y rapprocher. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, tu peux avoir de nombreux jeunes qui s'y retrouvent pas parce que, imagine, ils ont des profils de grimpeurs et ils vont se retrouver dans du modèle amateur où il n'y a quasiment pas de montagne. C'est du big bang boom et ce sont des modèles dans lesquels ils ont du mal. Et donc, si tu arrives à leur trouver des courses à un moment donné où il y a où c'est plus montagneux, eh ben, ils vont s'y retrouver. Mais tu le savais pas, en fait, parce qu'ils l'ont pas vécu. Et inversement, bah, ceux qui sont peut-être très performants en amateur sur des courses qui sont pas modifiées, qui sont très mouvementées, vont moins s'y retrouver dans des courses où ça roule plus posé, où ça roule plus soutenu, où il y a plus d'usure. C'est pour ça qu'encore une fois, j'insiste sur prendre le temps d'analyser le modèle compétitif. Et après, tu produis ton entraînement derrière. Tu produis un modèle d'entraînement. Ouais, d'accord. Non, bah ça, on a bien compris. Maintenant, j'aimerais aborder des points plus précis avec toi. Non, mais c'est bien. Je pense que c'est important de le rappeler et d'insister là-dessus. Mais donc là, j'aimerais avoir ton avis sur certaines modes ou tendances qu'on retrouve actuellement à l'entraînement. Donc, je vais t'en donner plusieurs et j'aimerais que tu me donnes ton opinion avec justement ta grande expérience. Je pense que tu peux avoir un avis assez intéressant là-dessus. Donc la première tendance qu'on va aborder, c'est la zone 2, qui a été remise sur le devant de la scène, on va dire, par Pogacar et puis son ancien entraîneur Inigo San Milan. Je sais que toi, tu as écrit ou coécrit notamment un article scientifique à ce propos, là récemment. Et je voulais avoir ton avis tout simplement sur cette zone que certains disent miracle et puis que d'autres vont avoir tendance à, pas à décrier, mais voilà, peut-être remettre à sa juste place. Il n'y a pas de zone miracle, encore une fois, hein, ça n'existe pas. Toutes les zones sont importantes, ça je tiens à le dire. La zone 2, c'est quoi? C'est ni plus ni moins une zone c'est la zone où tu vas passer le plus de temps à l'entraînement finalement. Quand tu prends un athlète qui s'entraîne 30 000 km par an ou qui fait 800 heures, 900 heures, 1000 heures d'entraînement par an, justement, tu parlais d'entraînement polarisé, bah, tu vas voir que le volume d'entraînement, il y a beaucoup d'heures en zone 2 en fait. Et c'est normal. C'est la zone d'endurance fondamentale, en fait, la zone 2, ni plus ni moins. On va pas se raconter d'histoire. C'est la zone où, à un moment donné, où tu vas aller, ce qu'on appelle travailler sur ton fat max, c'est-à-dire où tu vas aller brûler des graisses. Pareil, hein, le fat max, on en fait toute une histoire. Le fat max, il est dans la zone 2, il est pas ailleurs, il est pas en zone 3. Il se balade dans la zone 2. Donc cette zone-là, elle est très importante. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, elle te permet aussi en postural, si on le dit jamais assez, de passer du temps sur ton vélo, à faible intensité. Et le postural, c'est quoi? Le vélo, c'est un sport porté. Donc à un moment donné, il est important que l'athlète, comme en natation, allez, les athlètes qui font en natation, les efforts sont courts.
mais ils passent beaucoup de temps à faire de l'entraînement à faible intensité, à faire beaucoup de kilomètres de nage, pour travailler la technique, essentiellement, et pour faire en sorte que le geste soit le plus optimum possible. Et en vélo, c'est pareil. On devrait comprendre que le fait de travailler en endurance, on devrait ajuster son geste, travailler la technique, travailler le postural. Ça, j'insiste parce on le dit pas assez. On voit toujours ces athlètes qui sont bras tendus, qui tiennent leur guidon bras tendus et qui ne travaillent pas le postural en fait. On devrait utiliser ces zones-là aussi pour travailler le postural. Combien sont les athlètes qui sont capables de travailler pendant 45 minutes, 1 heure, les coudes fléchis à l'équerre, avec les mains aux cocottes? Ça, c'est du postural. Tu travailles en zone 2, par exemple. Donc la zone 2, c'est ça aussi, c'est cette capacité à travailler le coup de pédale. Je suis dans une montée. Tiens, je vais travailler ma technique en danseuse. J'utilise la zone 2. Parce que la zone 2 n'est pas fatigante, mais elle me permet de travailler mon geste. Elle me permet de travailler mon coup de pédale, jambe gauche, jambe droite, etc. etc. Donc tout ça, on ne le dit pas assez, mais on le faisait dans le temps. Utiliser cette zone-là pour travailler le postural. Le postural, c'est très important en fait. C'est ce qui va te permettre après sur le vélo, quand tu es bien posé sur un vélo, d'être plus efficace dans les zones d'intensité plus importantes. Zone 3, zone 4, zone 5. Ça n'a pas de Et, sens aujourd'hui de mettre de l'intensité, comme on le voit souvent dans des zones d'intensité élevée, quand on n'a pas fait un travail postural au préalable. On bouge de partout sur le vélo, ça ne tient pas. C'est un peu plié sur un vélo. Un peu plié. C'est le jeu de mots. Moi, je vois des tas de ouais, ouais, peupliers ouais. aujourd'hui qui font du travail à l'intensité. Ça bouge de partout, il n'y a pas de postural. Et on met de l'intensité. On leur fait du mal aux mecs. Ils sont pas prêts à le faire. Parce que le travail de base, en zone 2, en postural, sur la durée, le travail du geste, etc., n'a pas été fait en fait. Ou il a été fait, mais pas rationnellement. Et ce travail d'endurance, bah, c'est une question qui revient souvent entre la zone 1 et la zone 2, justement. Pour toi, l'endurance, globalement, c'est de la zone 2 ou est-ce que c'est un mélange de zone 1, zone 2? Est-ce que c'est plutôt de la zone 1? Enfin, j'ai l'impression que c'est pas ce que tu Non, mais dis, la hein, zone 1, mais il faut être très, non, mais la zone 1, il faut être très clair. En zone 1, tu peux aller rouler avec tout le monde, hein, avec papy, maman, avec tes enfants, etc., quoi. La zone 1, c'est du loisir. La zone 1, tu pédales pas, tu te promènes. C'est de la promenade, la zone 1. D'ailleurs, c'est ce que j'avais expliqué quand j'avais fait mon échelle, hein. Mon échelle d'intensité au niveau échelle DESI, c'est très clair. La zone 1, c'est de la promenade. La zone 2, c'est pas de la promenade. Tu, tu, tu mets un certain niveau de force. Tu es dans une zone justement juste avant la zone 3 quelque part. Tu peux te balader dedans. Donc c'est une zone où également, encore une fois, tu vas travailler, tu vas aller puiser dans tes graisses. Et puis où tu peux faire vraiment de la longue durée. D'accord? De la longue durée. Et où tu peux utiliser cette zone-là aussi pour travailler sur les différents terrains, que ce soit du plat, que ce soit de la montée. Je vais donner un exemple. On le dit jamais assez. Euh, la zone 2 est très intéressante pour travailler avec le vent. Vent de face, vent de dos, vent de côté. Le vent est un élément essentiel des conditions climatiques qu'il faut utiliser. Il faut savoir jouer avec le vent. Combien de fois j'ai pu entendre des athlètes, même quand je les entraînais, ouais, fait chier, il y avait du vent aujourd'hui. Mais on devrait s'en réjouir d'avoir du vent. Le vent fait partie justement de l'entraînement. Tu ne roules pas de la même manière en zone 2 avec un vent de dos et en zone 2 avec un vent de face. C'est ça, en fait, le vélo, c'est un sport très très fin, en fait. La zone 2, c'est de la finesse également. Et c'est être capable dans cette zone-là, à un moment donné, de se dire, oh là, bah, j'en ai peut-être un peu trop, je bascule en zone 3. Hop, je reste en zone 2. Mais c'est pas que les watts qui vont te permettre de te le dire, encore une fois. mais Parce que c'est la finesse. est-ce que sur un athlète qui s'entraîne 15, 20 heures pour les professionnels par semaine, euh, est-ce que l'endurance, elle doit se faire exclusivement en zone 2 ou est-ce que il faut aussi aller vers la zone 1 ou autrement dit, est-ce que si tu pars pour 5 heures, est-ce que tu peux faire 5 heures de zone 2? Enfin, tu peux les faire, certainement, bien sûr, mais est-ce que c'est efficace ou est-ce qu'il faut alterner entre zone 1 et zone 2? Pour toi, j'ai l'impression, quand tu parles que la zone 1, c'est pas nécessaire d'y aller, en fait. Mais la zone 1, indirectement, tu y vas. Quand tu es dans une descente, par moment, bah, tu passes en Bien zone sûr. 1. On dit zone 2, mais on se balade toujours. Quand on fait de l'entraînement endurance, souvent, si on ne veut pas aller en zone 3, on se balade entre un peu de zone 1 et puis beaucoup de zone 2, quelque part. Hein. Mais l'avantage de la zone 2, c'est quelque part, c'est que on sait on travaille vraiment au niveau physiologique sur une zone aérobie assez puissante, quelque part. D'accord?
Elle produit peu de lactate, elle en produit mais très très peu. Elle est peu elle ne consomme pas au niveau cognitif, elle est pas consommatrice de travail mental, donc c'est bien également. C'est la raison pour laquelle tu peux faire des très longues durées d'entraînement sans être trop consommateur au niveau charge de travail. Mais on peut s'épuiser en zone 2. L'avantage de la zone 2, c'est qu'on peut aller rechercher ce qu'on appelle l'épuisement dans la durée. Donc c'est intéressant par moment de se dire, tiens, c'est ce que j'appelle moi les trois limites de la fatigue. Je termine une séance d'entraînement, je suis légèrement fatigué, je suis fatigué, je suis très fatigué, je suis épuisé. Tu peux utiliser la zone 2 dans ces trois conditions-là. Et dans ces trois conditions-là, ça peut être utile pour l'entraînement. Moi, quand j'entraînais, ça m'arrivait quand je voulais faire en sorte que l'athlète progresse en endurance pour tenir sur des courses longues. Je demandais à ce qu'il y ait un entraînement qui soit très très long en zone 2, mais qui amène à épuisement. Et là, si tu travailles qu'avec le carton de puissance, tu ne le sauras pas. Parce que comment tu sais si ton athlète est allé à l'épuisement? Tu es obligé d'avoir l'échange avec lui et de comprendre comment le RPE, les sensations fonctionnent durant la séance. Ça revient à utiliser la zone 2 dans toute sa puissance, en se disant à un moment donné, je vais aujourd'hui faire en sorte que la zone 2 m'amène à épuisement du système. Et c'est pas la même chose que la zone 2 qui t'amène à une légère fatigue. Tu vois, la nuance. C'est ce qu'on avait aussi écrit, il me semble, dans l'article scientifique qu'on a produit il y a quelques mois. Enfin, on n'est peut-être pas allé jusque-là, mais on l'évoquait quand même. Donc la zone 2 peut avoir des bénéfices où tu vas l'utiliser, où je finis ma sortie, je ne suis pas fatigué du tout, parce que c'est l'objectif. Je vais finir ma sortie parce que je veux entretenir mon niveau d'endurance, mais je termine fatigué mais sans plus. Je ne bascule pas dans l'hyperfatigue. Et je veux la tirer vers la droite. Donc je veux terminer ma séance épuisée. Et tu es toujours en zone 2. Et là, et Et c'est ça qui est concrètement, intéressant en fait. ouais, excuse-moi de te couper, hein, mais concrètement, toi, tu la situerais où, cette zone 2 avec les, enfin, quel marqueur physiologique ou mécanique, hein, peut-être, de puissance vous utilisez pour déterminer la zone 2? Et ça fera Oh la bah là, transition avec la prochaine question d'ailleurs. la zone 2 perceptivement, elle est excessivement simple à trouver. C'est une zone à un moment donné où tu pédales vraiment dans un relatif confort, tu peux discuter, il n'y a quasiment aucun problème. Et tu sens que tu n'es pas en prise au niveau de l'effort. Tu n'es pas en prise, tu es légèrement en prise. Dès que tu rentres en prise dans un effort, tu sens que sur chaque coup de pédale, tu es en prise, tu rentres en zone 3. D'accord? Là, je te parle du perceptif. D'accord? Et en zone 2, tu n'es jamais en prise. Ton coup de pédale, il est plutôt léger. Et tu le contrôles facilement, en fait. Et tu sens que tu vas pouvoir pousser longtemps dans la durée, en fait. D'accord? En fonction de ton niveau d'entraînabilité. Donc, tu n'as même pas besoin d'avoir des watts pour regarder ça, hein. En revanche, ce qui est intéressant, évidemment, c'est que les watts vont être intéressants au niveau de la production de ce que tu produis dans la durée, par exemple. Ça veut dire que entre ce que je ressens, moi, aujourd'hui, en perceptif, en interne dans ma zone 2, et ce que je produis, tu as deux solutions. Soit tu produis beaucoup de watts, ça veut dire qu'en gros, tu es en forme dans la durée. Soit tu en produis moyennement, certainement de la fatigue, etc. Soit tu n'en produis pas beaucoup. Ça veut dire que tu es fatigué, ou alors tu n'es pas entraîné, en fait, par rapport à ce que tu connais. D'accord? D'où la relation toujours dans l'entraînement d'efficacité qui fait que en un, je ressens, j'analyse ce que je ressens. En deux, je regarde ce que je produis. Et pas comme beaucoup font. Je passe mon temps à regarder ce que je produis, ce que je ressens, bon, c'est pas très important. Eh ben non, non. Et la zone 2, c'est ça justement pour bien. C'est pas les watts qui vont te donner la zone 2, c'est le perceptif. C'est le perceptif, tu te balades dedans. Parce qu'il n'y a aucune problématique en perceptif quand tu la connais. Et tu regardes les watts que tu produis. Et tu vas voir avec la durée, à un moment donné, si tout en restant perceptivement dans ta zone 2, tes watts, tu es capable de les maintenir, ou si tes watts diminuent. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que si perceptivement je reste dans ma zone 2, je suis bien dedans, et que avec la durée de l'effort, mes watts diminuent, la fatigue s'instaure. Et je suis toujours perceptivement en zone 2. Alors si tu fais l'inverse, je veux maintenir à tout prix mes watts, qu'est-ce qui va se passer? Ton RPE va augmenter, ta perception de l'effort augmente, tu n'es plus en zone 2. Tu vas basculer dans une zone I3 où tu es en train d'avoir un effort à un moment donné que tu sens, où tu sens que finalement euh,
Bah, c'est ce que je disais, tu pousses l'effort, tu es en prise pour maintenir ta zone. On est d'accord ou pas? Bien sûr. Donc quand je suis en prise, je suis en train de basculer dans ma zone 3, alors que je voulais rester dans ma zone 2. Et c'est toutes les erreurs qui sont faites dans l'entraînement en fait, pour maintenir mes watts. Alors que l'idée, si on voulait rester en zone 2, c'était perceptivement de rester dans la zone 2 et de regarder ma réponse produite. Et quand et comment vont dériver mes watts en réponse. C'est ça l'entraînement Bah, bien réalisé. justement, ça fait complètement la transition avec le deuxième point que je voulais évoquer avec toi. Dans la mesure, justement, on parle de plus en plus, ça revient, on va dire, à la mode en France, en tout cas d'un point de vue français, l'utilisation du lactate à l'entraînement. Et je voulais avoir ton point de vue là-dessus, parce qu'il y a même de plus en plus d'amateurs qui s'y mettent. Est-ce que c'est un outil intéressant pour justement contrôler potentiellement sa zone 2 ou d'autres zones d'intensité? Voilà, qu'est-ce que tu en penses? Alors je vais être très clair avec ça et tu connais mon avis. La lactatémie, mais j'en ai fait pendant des années et des années et des années, aussi bien en laboratoire avec cathéter, hein, parce que c'est la méthode de référence, qu'ensuite en la faisant sur le terrain par microméthode. Je défie, je défie celui ou celle à un moment donné qui va être capable de me dire je suis capable de déterminer mes zones d'intensité avec la lactatémie. Ça me fait bien rigoler, entre guillemets. C'est excessivement compliqué. Et en plus, comment te dire, le lactate, encore une fois, si tu le mesures semaine après semaine, voire de jour en jour, le lactate évolue quelque part. Évolue par rapport, c'est un paramètre qui évolue. Donc tu n'es pas sûr de trouver exactement les mêmes valeurs et les mêmes comment dirais-je, les mêmes plateaux de lactate avec la mesure que ce que tu avais la semaine d'avant en fait. C'est compliqué le lactate, c'est pas simple. Je dis pas qu'il faut pas l'utiliser, mais c'est très très compliqué à bien manipuler. Et quand je vois ce qui se fait aujourd'hui, par moment, je trouve ça quand même extraordinaire ce que pondent certains. Euh, la meilleure méthode pour déterminer les zones d'intensité, quelque part, c'est toujours la relation puissance, perception de l'effort, fréquence cardiaque. Tu peux mettre du lactate, il n'y a pas de problème, mais le lactate, c'est une conséquence. C'est une conséquence. Et il ne faut pas oublier que le lactate que tu vas relever au niveau microméthode, quelque part, qu'on soit très clair. C'est qu'une partie, une infime partie de ce qui a été réellement produit par le muscle. Il faut savoir que le lactate, tu as une grande partie qui va partir dans d'autres territoires au niveau des muscles d'action, qui va être oxydée, une autre partie qui va être consommée par le myocarde, par le cœur, et on sait aujourd'hui, et ça c'est sorti dans quelques articles, que le cerveau se nourrit essentiellement de lactate à l'effort, c'est-à-dire qu'il va utiliser préférentiellement le lactate par rapport au glucose. On a longtemps pensé que le glucose était utilisé en 1 essentiellement par le cerveau. Le cerveau en 1 manifestement utilise tout le lactate qui arrive et seulement après il va utiliser le glucose. Donc tu vois, c'est pas simple. Et à savoir que quand même le cerveau, c'est quand même 20% du flux sanguin. 20% du flux sanguin. Donc, une grande partie du lactate qui était produit va, on sait aujourd'hui, va être utilisé au niveau central. Donc, ça veut dire que ce que tu vas récupérer au niveau de ta prise de lactate, au niveau de ton système, c'est qu'une partie, en fait. Une partie. Encore une fois, c'est pas qu'il faut pas le faire. C'est qu'il faut le faire rationnellement. Et c'est ce que je regrette aujourd'hui, c'est qu'il y a, évidemment, ça se mesure tellement facilement. Mais il y a des erreurs de mesure qui sont faites aussi avec les systèmes, parce qu'ils sont simples d'utilisation, mais tu prends trois manipulateurs différents, tu vas avoir souvent des fois trois valeurs différentes. C'est pas simple en fait, c'est pas évident. Donc encore une fois, oui, tu peux utiliser le lactate, mais il faut le faire de manière rationnelle et lui donner la vraie valeur qu'il peut avoir en fait. Donc voilà, tu as ma réponse. C'était un petit peu long, mais Ouais, mais parce que, en tout cas, moi, ça me donne envie de revenir à la zone 2 et de faire le lien, parce que j'ai une question là qui me vient en tête. J'ai vu avec, et ça se voit, enfin, Pogacar en parle hein, d'ailleurs, mais j'ai vu avec des athlètes de haut niveau qui ont réalisé des tests lactate, euh, on leur trouve parfois des seuils numéro un ou des hauts de zone 2 très élevés. Et en fait, quand ils passent du temps dans cette zone,
par rapport aux zones qu'on utilise peut-être habituellement, peut-être de manière caricaturale aussi, mais ils vont arriver rapidement à épuisement. Ils disent, ah ben cette zone, elle est quand même vraiment dure, alors que au niveau de la lactatémie, ils sont censés être en zone 2. Et je voulais, tu vois, je sais pas Mais donc. là, je vais te couper. Ça veut dire quoi au niveau de la lactatémie, je suis censé être en zone 2. Ça veut dire quoi ça? Je te renvoie la question. C'est quoi lactate Alors en zone 2? C'est quoi moi, je lactate suis en zone pas, 2? je, moi, je suis pas un spécialiste du lactate. Je ne l'utilise pas C'est ça la à problématique. l'entraînement. Mais par contre, moi, j'ai des collègues qui l'utilisent, qui utilisent des modes de calcul, qui vont estimer de plusieurs manières le seuil numéro un, notamment. Et ils vont en déduire une zone 2, ou en tout cas une zone d'endurance. Mais Mais voilà. non, ça marche pas comme ça en fait. Il faut comprendre qu'à un moment donné, déjà, tu vas, si tu fais, alors on va prendre un exemple très clair. On met un athlète je veux même pas parler de zone 2 dans un certain niveau. On va parler en référence de pourcentage de PMA ou de pourcentage de VO2 max. Comme ça, on va normaliser. Tu les mets tous à un certain pourcentage de leur VO2 max ou un certain pourcentage de PMA. On va normaliser. Et on va faire en sorte qu'ils soient dans une zone, en zone d'endurance. Mais tu vas avoir des lactatémies différentes pour les athlètes. Certains vont être à 4 millimoles, d'autres à 5 millimoles, en stabilisé, hein. D'autres à 2,5 millimoles. Ça veut dire que tu n'as pas la même valeur de lactate pour tout le monde. Il faut bien se rappeler que le 4 millimoles par litre qui a été fait Et ça, c'est pris en à compte. Ouais, ouais. Mes par collègues Kinderman, le prennent en hein, compte, ça. d'accord, donc voilà. Euh, mais c'est une hérésie de penser que c'est la lactatémie qui va te donner la zone d'intensité. De toute manière, le RPE est hyper relié à tout ça. Le RPE, c'est lui qui, à un moment donné, va te dire où tu es, puisqu'il va plus ou moins dériver en fonction de la puissance que tu développes. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, si tu prends puissance RPE, tu vas sans problème déterminer ta zone d'intensité. Aucun problème avec ça. Le seul problème aujourd'hui, c'est que comme on a complètement chanté l'aspect perceptif, on pense que c'est le lactate qui va te permettre de déterminer ta zone d'intensité. Mais on oublie une chose, c'est que c'est le perceptif qui va te déterminer ta zone d'intensité, en partie. Parce que le perceptif, lui, te prend en compte tous les signaux de l'organisme. Tous les signaux de l'organisme. Les feedbacks, le feed-forward, je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les boucles, d'accord? Et à partir de là, tout ce qui est ventilatoire est relié au RPE. Il faut quand même savoir aujourd'hui que la fréquence respiratoire, elle est reliée au RPE. La fréquence respiratoire, c'est un des premiers témoins de la zone d'intensité également. Tu le sais comme moi. Ouais, ouais, bien sûr. Et on ne l'utilise pas. C'est beaucoup plus fin et beaucoup plus précis que la lactatémie. Si tu prends aujourd'hui, c'est pour ça que les capteurs de fréquence respiratoire vont se démocratiser, et la fréquence respiratoire va devenir un paramètre très intéressant aussi pour déterminer la zone d'intensité. Mais la Et lactatémie, encore une fois, je ne dis pas qu'il ne faut pas j'ai lu, l'utiliser, mais c'est compliqué. j'ai lu des choses là-dessus. Tu penses que ça va bientôt se démocratiser les capteurs pour Ah oui, oui, mesurer bah nous, le VE? nous dans l'équipe, on est déjà dessus depuis quelques années. Mais il fallait trouver un capteur qui puisse à un moment donné vraiment mesurer directement la fréquence respiratoire. Si tu prends les algorithmes qui la mesurent de manière indirecte avec la variation avec le HRV, enfin tout ce qui est indirect en fait, ne fonctionne pas. Les modèles le montrent bien, les algorithmes ne fonctionnent pas. Donc il te faut une ceinture qui s'étire et qui te mesure quelque part directement la cage thoracique, Ah, les d'accord. étirements et la fréquence respiratoire. Et on sait très bien, et les études scientifiques le montrent, que la fréquence respiratoire est fortement reliée à la perception de l'effort. Ça, c'est hyper intéressant. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu vas pouvoir beaucoup plus facilement comprendre dans quelle zone d'intensité sont tes athlètes, quand tu seras capable à un moment donné d'enregistrer en continu la fréquence respiratoire de tes athlètes pendant l'effort. Un simple exemple, au moment où tu n'arrives plus à maintenir pour une puissance donnée stable ta fréquence respiratoire, tu seras en train de basculer en zone 5. Le plus haut niveau de maintien volontaire de la fréquence respiratoire, c'est le haut de la zone I4. Ah, c'est intéressant ça. Moi, quand j'ai fait mes zones d'intensité, j'avais tellement fait de tests en laboratoire qu'il y a plus de 20 ans en arrière, j'avais déjà identifié tout ça en fait. Parce que j'avais utilisé beaucoup de tests en labo en fait. Et j'avais testé sur moi-même. Parce que le meilleur testeur, c'est soi-même.
toujours. Et à un moment donné, tant que tu es capable de maintenir, de contrôler ta fréquence respiratoire, tu ne bascules pas en zone 5. Ça, c'est une règle. Parce que dès que tu la maintiens plus, ta fréquence respiratoire s'emballe. Donc évidemment, elle s'emballe pourquoi? Parce que tu produis beaucoup d'URH+, ta lactatémie augmente, d'accord? Tu bascules dans la zone 5. Et ton RPE va augmenter très très vite. Tout, tout dérive. Ah, Mais le ok, RPE ok, dérivait ok. déjà en zone 4, avec la durée. C'est pour ça que ce qui est intéressant pour les zones d'intensité, c'est ça. C'est fréquence respiratoire, perception de l'effort, sensation générale du coureur, ce qu'il ressent au niveau pain, ce que les Anglais appellent le pain, et le sense of effort dans le RPE. La partie sens de l'effort, la partie douleur périphérique. C'est ça qui va donner les zones d'intensité. Ouais, ok, Évidemment, ok, bah, évidemment, vas-y. comme on a chanté tout ça, ben on part sur la facilité en pensant que c'est la Ah, ok. lactatémie qui va te la donner. Mais non, la lactatémie, c'est une Ah, ok, conséquence de non, la mais c'est zone. très intéressant. Ça vient un peu, en tout cas, ça fait référence à ce Le, que tu disais aussi le au départ. lactate, le lactate, tu mesures une conséquence de ce que vient de produire l'athlète. Alors je comprends qu'on le mesure et qu'on se dit, ouais, en ayant la lactatémie, je vais pouvoir un petit peu jauger les choses. Oui, en partie. Je te dis oui, en partie. Mais c'est pas le signal le plus fin. C'est ça que je veux te dire, en fait. Tu comprends? Ah, ok, ok, ok. Non, non, bah, j'ai Oui, en bien partie. compris. Tu peux utiliser le lactate, mais c'est pas fin, en fait. Ça veut dire, t'as vu, faut en faire un paquet hein, de prises de lactate. Hein. Ouais, Et ouais, en bah moi plus, encore une fois, je suis pas trop là-dessus, mais c'est vrai que par contre là où je te rejoins complètement, c'est sur le RPE. Pour moi, ça reste et quand le tu gold prends ta prise de standard pour lactate, les zones d'entraînement. au bout de plusieurs heures d'effort, ça sera plus la même chose. Et les sensations seront plus les mêmes. Donc tu auras une distorsion entre le lactate qui est produit et que tu as vraiment au niveau de ta valeur et les sensations du coureur. Ça sera plus la même chose qu'au niveau de la première heure d'effort. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, T'as pas de ouais, bien sûr. relation entre, t'as pas de relation entre lactate et perception d'effort. Tu peux avoir, je te donne un exemple, sur un chrono pendant 20 minutes à bloc. Ton lactate, ça on le sait, hein, il va être stable. Il va monter après, il bouge plus, il est stable. Lactatémie stable. Puissance stable, si tu le souhaites. Et RPE, il va dériver, 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 dériver jusqu'à 10. Pourquoi? Parce que tu vas avoir de la douleur, de la fatigue périphérique au niveau musculaire, fatigue périphérique, et aussi un petit peu de fatigue centrale. Et donc, dans le RPE, il va intégrer tout ça. Ton RPE va intégrer du feedback et du feed-forward, en fait. OK? Mais ta lactatémie, elle est stable. Ah, ok, ok, ok. Non, mais je pense que ça a été clair pour les auditeurs. Et maintenant, j'avais un troisième point après la zone 2 et la lactatémie, une troisième tendance que je voulais te soumettre, c'est le travail en force sur le vélo et en dehors du vélo, donc en salle de musculation. C'est quelque chose qu'on travaillait, je trouve, hein, beaucoup avant. Ces dernières années, ça a été un peu oublié. Et maintenant, ça revient beaucoup en force, notamment quand on regarde les réseaux sociaux, style Strava, on voit des coureurs de haut niveau faire beaucoup d'entraînement en force à moyenne intensité, donc plutôt I3, mais aussi à haute intensité. Et la musculation, j'ai l'impression que ça se popularise aussi dans le milieu du vélo pour la performance. Et je voulais avoir ton avis justement sur ce travail en force sur le vélo et en dehors du vélo pour la performance. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que, comment dire, on va revenir sur le basique de la puissance que tu développes quand tu fais un effort. Hein. La puissance, pour une longueur de manivelle donnée, évidemment, c'est ni plus ni moins que le produit à un moment donné de la force que tu vas appliquer les niveaux de force que tu vas appliquer sur la pédale en fonction de la fréquence de pédalage. On est bien d'accord là-dessus. La fréquence de pédalage, c'est le régulateur à un moment donné, un régulateur de la performance, un régulateur de l'effort. C'est-à-dire que ta fréquence, tu vas là, tu peux jouer avec en fonction des zones d'intensité et du niveau de puissance. Mais à un moment donné, elle est limitée. Tu ne vas pas demander à l'athlète de tourner les jambes à 130 tours minute. On est bien d'accord. Tu ne vas pas demander à l'athlète de tourner les jambes à 30 tours minute. Ça n'a pas de sens. Donc, ça veut dire que ta cadence de pédalage, en gros, tu vas t'amuser avec entre 70 et 110 tours minute. Allez, tu as un potentiel de 30 tours minute. D'accord? Allez, 30, 40 tours, 30 tours minute. Si tu veux progresser à un moment donné, tu as une seule solution pour développer de la puissance, c'est de développer la force musculaire. Tu prends un chrono, par exemple, on va prendre un exemple très simple, un chrono aujourd'hui, sur du plat, ça se fait à 100, en moyenne 100, 105, allez, 100 tours minute. Personne ne gagnera un chrono à 130 tours minute. Personne ne gagnera un chrono à 70 tours minute. Parce que l'optimum, en relation force, tension, longueur du muscle et perception d'effort, parce que tu as aussi une perception hein, qui fait que
tu ressens évidemment tes contractions musculaires, fait qu'à un moment donné, si tu veux progresser et développer plus de puissance, pour une cadence donnée, il faut mettre plus de force. On est d'accord là-dessus? Donc, il faut travailler la force. Comment travailler cette force à un moment donné? Il faut la travailler idéalement pareil dans les conditions dans lesquelles elle va devoir s'exercer. Un niveau de force à 100 tours minute et un niveau de force à 30 tours minute, au niveau de la relation force, tension, longueur du muscle et vitesse de raccourcissement, c'est pas pareil. Ça veut dire qu'à un moment donné, c'est pour ça que quand moi j'avais développé ces méthodes-là, j'avais compris que, par exemple, pour développer le niveau de force à I4 en gros, voire un petit peu à I5, il est très proche du niveau de force que tu développais à I3 à des cadences de 40, 50, 60 tours minute. Et l'avantage de le faire à I3, c'est que tu ne développes pas de lactate, tu ne produis pas de lactate en fait, tu peux le développer sans produire de lactate. Donc, pour travailler ta force, tu es obligé de le faire dans des zones d'intensité à un moment donné qui sont plus faibles que les zones où tu produis de lactate et qui sont difficiles, pour le travailler sur plusieurs séries, d'accord? Ça, c'est le premier point. Pour ensuite le transférer dans des zones d'intensité où ça va être plus difficile. Mais après, tu vas pouvoir le travailler aussi dans les vraies zones d'intensité qui produisent du lactate, par exemple. Et au préalable, il faudra le faire avant dans les zones d'intensité plus faibles. Ça, c'est le Donc premier point. concrètement, à la Groupama FDJ, après peut-être que tu allais l'aborder naturellement, mais vous proposez des entraînements sous maximaux, donc plutôt à I3 en force, mais aussi des entraînements à haute intensité en force, Bah, comme on le de voit toute de plus manière, en plus. ça s'est toujours fait depuis des années, et ça, je pense qu'on ne l'arrêtera jamais. Mais avant de faire de l'entraînement en force à des zones d'intensité élevées, il faut le faire à des zones d'intensité basse. J'ai même envie de te dire que ça n'a pas de sens de faire de l'entraînement de force dans des zones d'intensité élevée. Quand tu es en zone d'intensité élevée, ton organisme doit être prêt quelque part à le faire. C'est ça que je veux dire, c'est que ça n'a pas de sens par exemple, de faire des entraînements à intensité élevée si musculairement tu n'es pas prêt en fait. Ah ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Il faut ouais. préparer le muscle en fait. Donc, Imagine, c'est comme si tu demandes à un athlète de faire un fractionné à des niveaux de force très, très élevés, mais son niveau de force n'a pas été préalablement développé. Ça n'a pas de sens. Il va le faire, mais ça va bouger de partout sur le vélo. Il n'est pas prêt à le faire en fait. L'organisme, le locomoteur n'est pas prêt à le faire, n'est pas prêt à le produire. Et après, tu as le postural. Ça veut dire que, c'est ce que je disais, c'est que la musculation, si on parle de musculation en salle, elle est faite aussi pour travailler le postural. Ça veut dire que si tu es capable de transférer des hauts niveaux de force sur ta pédale, il faut faire en sorte que ton bassin soit capable de transférer ce niveau de force. Parce qu'à un moment donné, ce qui va se passer au-dessus du bassin compte. C'est ce que j'appelle l'effet peuplier. Tu as des athlètes, on le voit, qui à un moment donné ne sont pas prêts. C'est-à-dire que quand ils poussent sur la pédale, le corps, il plie. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu n'es pas prêt. On le voit en danseuse. On le voit bien en danseuse à un moment donné. Tu as des athlètes en danseuse, ce sont des peupliers. C'est-à-dire que dès qu'ils mettent de la force, le corps plie. Il n'est pas en capacité à répondre au haut niveau de force exigé à mettre sur la pédale. Et tu le vois aussi en position assise. Ça bouge de partout, ça plie en fait. C'est-à-dire que le transfert de force qui s'opère entre le bassin et toute la chaîne postérieure jusqu'à la pédale, d'accord? C'est un transfert de force. Il faut faire en sorte que le haut du corps soit capable de le soutenir. Tu me et suis? ça se travaille pour toi davantage en musculation que sur le vélo. En tout cas, la musculation peut apporter un vrai Mais, plus à ce mais niveau-là. tu peux le travailler sur les deux à un moment donné. Je t'ai parlé du travail postural tout à l'heure. Le travail postural fait en zone 2, même s'il est fait à faible intensité, c'est le début de ce travail-là en fait. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, quand tu es en zone 2 et que tu vas à un moment donné demander à te fléchir les coudes, etc., tu vas préalablement étirer les chaînes musculaires. Tu vas, à des faibles niveaux de force, tu vas déjà préparer ton organisme à être en capacité à aller chercher des niveaux de force plus élevés. Tu comprends? Seulement aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Bien souvent, on va demander à l'athlète de plier les coudes et de développer des hauts niveaux de force, mais le postural n'a pas été fait au préalable. Les muscles n'ont pas été préalablement étirés. Le travail postural de base n'a pas été fait. Donc tu peux des fois leur faire plus de mal qu'autre chose. Et là, tu peux avoir des tendinites,
des mal de dos, c'est ce qu'on voit, des problématiques de problèmes de sel. On le voit tout ça, tu comprends? Parce que les bases n'ont pas été construites. Alors il faut évidemment jongler entre du travail réalisé spécifiquement sur le vélo et en salle, et même avec le poids du corps, sans haltères, sans rien du tout. Ça veut dire que encore une fois, un assemblage de situations, de travail de force avec le poids du corps, en analytique, en salle, sur le vélo, qui va faire en sorte que tu vas préparer ton organisme, être en capacité à faire en sorte que ta chaîne musculaire inférieure puisse être prête à produire des niveaux de force importants sur la durée. Ah Je ok, ne sais pas si non j'étais mais très clair, c'est... mais Si, si, je pense que tu as été très clair, hein, c'est intéressant, hein. J'avance parce que voilà, j'ai encore des questions qui, je pense, sont intéressantes, notamment une là. Alors, peut-être que ça peut potentiellement faire, enfin, polémique, c'est pas le mot en plus, hein, mais je voulais parler un peu du cyclisme français à travers les performances sur les courses à étapes. Et en fait, on se rend compte depuis plusieurs décennies maintenant on peut voir un déficit à ce niveau-là. 85 avec Bernard Hinault, dernier vainqueur du Tour de France, 95 dernier vainqueur sur un grand tour avec Laurent Jalabert, et puis 2007, je crois, Christophe Moreau, dernier vainqueur sur une course à étapes World Tour. Et je voulais savoir si pour toi, qui a une grande expérience là-dedans, est-ce que cette carence, est-ce que c'est quelque chose de circonstanciel, on va dire, ou juste une question de réussite plutôt, ou est-ce que le mal est un peu plus profond dans le cyclisme français? bah écoute, c'est une question qu'on me pose souvent. Je vais en revenir un petit peu à ce que je t'ai dit au début. Euh, Quelles sont les capacités qu'il faut avoir aujourd'hui pour gagner un grand tour? On va revenir à l'aspect de la compétition, on est d'accord? Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour gagner un grand tour? En un, il faut avoir une capacité de récupération sur 3 semaines très importante, on est bien d'accord. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il faut être capable de grimper à un très haut niveau. Troisième point, il faut être capable de rouler à un très bon niveau. Et quatrième point, et celui-là il pèse très très fortement, c'est cette capacité à encaisser la pression sur 3 semaines. Imagine que tu as tous les autres points avec toi qui sont favorables, mais que mentalement, tu ne sois pas capable de tenir la pression pendant 3 semaines. Tu ne gagneras pas un grand tour. Et avoir tous ces points-là aujourd'hui, c'est le champion, c'est la génétique, et c'est extrêmement rare. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'aujourd'hui, quand tu prends un athlète, tu as quasiment, en gros, 50% de part génétique. L'entraîneur et tout ce qui va se passer à côté, on va jouer sur les 50 autres pourcents. Donc tu as 50%, voire même un peu plus de part génétique. C'est énorme. Et il faut faire en sorte qu'ensuite, cet individu-là, cet athlète-là, tu développes la partie à développer par rapport à cette génétique sur plusieurs années. Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que, pour faire simple, on va raisonner avec imagine 3 clones, 3 athlètes qui auraient une super part génétique, et tu vas travailler sur les 50% qui restent, d'accord? Ces 3 athlètes-là, tu les mets à 3 endroits différents du globe, donc dans 3 environnements, et je parle que l'environnemental différent, l'épigénétique nous montre qu'à un moment donné, tu auras 3 développements différents. Ça veut dire que l'endroit où tu te trouves joue sur l'épigénétique, aujourd'hui, l'environnemental du sujet. Premier point. Troisième point, l'accompagnement. Comment vont être accompagnés ces athlètes pour développer cette part, en fait, que l'on peut développer sur plusieurs années? Et tu Donc c'est penses alors compliqué. Donc c'est en compliqué. C'est-à-dire France, qu'en un, pour résumer, en un, il te faut la pierre précieuse. Et après cette pierre précieuse, il y a l'environnemental qui va jouer. L'endroit dans lequel tu vas le mettre, c'est le bocal en fait, hein. C'est ce que j'appelle le paradigme de l'aquarium. J'appelle ça moi le paradigme de l'aquarium. Dans quel aquarium tu vas le mettre, ton athlète, pour l'accompagner? Et ça, il n'y a pas de recette. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est comment j'accompagne ces athlètes-là. Tu vois? Et donc, c'est beaucoup de paramètres qui font que c'est excessivement compliqué, quoi. Je sais pas si j'ai bien répondu, mais je te si, situe si, le, bien je te sûr, situe le, mais le,
moi, ma Et question alors, par rapport je à vais aussi ça, terminer, je vais ouais, terminer un dernier point. vas-y. C'est encore plus dur pour un Français, en fait. Parce que la pression, j'ai toujours dit que le jour où un Français gagnera le Tour de France, ça sera un mec exceptionnel. Parce que la pression qu'il va avoir pendant 3 semaines, même pas pendant 3 semaines, les mois d'avant et les années d'avant, va être terrible, redoutable. Ça veut dire que ce mec-là, il va être mentalement, et je pèse mes mots, il va être mentalement hyper construit. C'est quelqu'un, c'est à la tête qui va être augmenté mentalement. Tu me suis? Ouais, moi, Oh, je fais plus le que les parallèle. augmenté mentalement. Quand tu dis ça, je fais le parallèle avec Roland Garros. On dit souvent ça. Pour gagner Roland Garros, mentalement, c'est très difficile, visiblement. Moi, je suis pas spécialiste du tennis, mais Mais j'ai tous les souvent entendu sports, ça. tous les sports, tous les sports, tous les sports. Je prends Mais toujours pour l'exemple toi, du. Ouais, vas-y. pour toi, ça veut dire qu'il faudrait un mental particulier pour être français et gagner le Tour de France. Mais pour toi, il n'y a pas spécialement de manque au niveau. Alors, la génétique, c'est une chose, mais au niveau de l'accompagnement, euh, ou peut-être de l'environnement en France, toi, c'est juste qu'on n'a pas la combinaison actuellement de tout ça. Ou est-ce que Mais, structurellement, tu penses qu'on pourrait faire mieux pour accompagner les athlètes? mais je vais te poser la question. Alors ça, c'est pourquoi l'environnement en France serait pas bon? On n'est pas bon en Je sais France. Je veux pas. dire, pourquoi c'est ça qui est extraordinaire. Je vais pas développer plus. Je sais ce qui se passe partout, moi, quasiment, dans beaucoup de sports et dans le milieu du vélo. Mais on a des gens qui sont très performants dans l'accompagnement en France. Il y en a partout, il y en a à l'étranger, mais en France, on est très bon. On est très bon en France. C'est pas un problème français en fait, hein. Et je reviens sur le champion. Ce mec-là, ça va être un champion. Donc c'est lui qui va décider en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est lui qui va Ouais, décider ouais. dans quelle équipe il va le faire, à quel endroit et avec qui. C'est pas l'équipe qui décidera, c'est pas l'encadrement qui décidera, c'est lui qui va décider. Alors je peux me gourer, mais je pense que je suis pas loin de la vérité. Parce que ça sera un ultra champion. Et l'ultra champion, c'est lui qui décide. Ça veut dire que le prochain Français vainqueur du Tour de France, il saura à un moment donné à quel endroit il va le faire, dans quelle équipe et avec quels accompagnants. On va pas lui imposer ce qu'il faut faire. Ça va dans le sens de ce que je t'ai dit en fait. Si à un moment donné, on veut imposer à cette personne-là trop de choses et ce qu'il faudra faire, on va le rendre moins bon. Alors il y a deux choses l'une, soit lui il va le comprendre et il va se barrer et il ira il décidera de l'accompagnement qu'il souhaitera avoir autour de lui et l'équipe dans laquelle il veut aller pour réaliser cela, ou alors l'équipe aura compris tout ce que je viens de te dire, et c'est elle qui sera en capacité à monter un projet sur plusieurs années d'accompagnement de cet athlète pour réaliser ce gros projet. Mais je pense que c'est pas simple. Ah, ok, C'est une ok, très grosse bien. Non, expérience et ça prend du temps. Voilà. ah, ok, non, je pense que en tout cas, c'est une réponse très intéressante. Euh, Maintenant, j'avais une question qui m'a été soufflée par Maxime Frémaux et que je trouve aussi très, très bonne. C'est si tu devais recommencer ta carrière à zéro, excuse-moi, il y a mon chat là qui fait qui m'embête, pour- qui me bouge mon ordinateur. Mais si tu devais recommencer ta carrière d'entraîneur à zéro, qu'est-ce que tu ferais de différent? Rien. Bah, je vais pas refaire mon parcours. J'ai démarré, il n'y avait rien. Donc, je vois pas ce que je referais de différent puisque j'ai l'impression d'avoir passé beaucoup d'années à défricher beaucoup de choses. Donc, non, je ferais la même chose en fait, puisque je pouvais pas faire autrement en fait à l'époque. S'il faut que je me, effectivement, si je dois me remettre dans les années 85-90 où j'étais à l'université, je peux pas faire autrement. La voie que j'ai prise, pour moi, était plutôt la bonne. J'ai été conseiller technique régional, j'ai appris. J'ai été pendant une dizaine d'années conseiller scientifique de la Fédération française de cyclisme. J'ai appris avec les entraîneurs nationaux, avec la piste, avec beaucoup de disciplines, avec les techniciens. J'ai vécu les débuts de l'entraînement avec l'équipe française des Jeux. J'ai entraîné en triathlon. J'ai entraîné en paralympique. J'ai entraîné dans d'autres sports. J'ai même entraîné en escrime, pour te dire.
etc. Non, mais j'ai vécu beaucoup de choses en fait. Donc non, pour répondre à la question, je referai rien autrement parce que j'ai envie de te dire, je n'ai eu personne pour me prendre la main et me dire viens, on va faire un truc ensemble en fait. Tu vois ce que je veux dire? Je me suis fait tout seul en fait. J'ai pas eu un entraîneur au-dessus de moi pour me dire viens, on va bosser ensemble. Je l'ai jamais vécu en fait. Ça, il faut le comprendre. Je ne Ouais, sais bah pas ça, ce que ça moi, c'est. Je ne sais pas ce je que l'ai c'est bien dans ma compris, puis je l'ai carrière. bien vécu. Je ne sais pas ce que c'est dans ma carrière d'avoir eu un mentor en fait. J'ai pas eu de mentor en fait. Et c'est ça peut-être qui fait qu'avec le recul, j'aurais aimé en avoir un. Mes mentors, ça a été quoi? Ça a été de me rapprocher des autres sports, d'aller dans des congrès, de discuter avec des entraîneurs dans d'autres sports. Donc j'ai eu une multitude de mentors qui m'ont construit en fait, via différents sports. Mais j'ai pas eu de mentor en cyclisme. Et j'en ai toujours pas. Ouais, bah Par contre, par contre, par je sais que contre, tu as défriché un peu par contre, le, le ce qui me sujet. plaît aujourd'hui, c'est de voir des gens comme toi, c'est de voir tous les entraîneurs que j'ai pu former et qui se forment aujourd'hui, où je me dis, waouh, il y a eu beaucoup de chemin qui a été fait, c'est génial, quoi. Et je me dis que tous ces gens-là, aujourd'hui, le seul conseil que je peux leur donner à un moment donné, c'est que, attention, ne travaillez pas tout seul dans votre coin. Travaillez en collaboration les uns avec les autres. N'oubliez pas les bases. L'entraînement, c'est compliqué. Tout seul, on ne fait rien. N'hésitez pas quand même à aller rechercher des conseils chez certains et ceux qui ont vécu des choses, etc., etc. Parce que je sais comment ça marche en fait. Et moi, même à mon âge, je continue, et ça je m'arrêterai jamais, à me nourrir de tout ce qui se passe dans l'entraînement et dans les différents sports. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pourrais réentraîner sans problème. Mais ce que je peux te dire, parce qu'on me sollicite encore pour entraîner, évidemment, mais je ne le ferai plus du tout de la même manière. Ça, je peux te le dire. Si demain Ah, je ok, réentraîne, je le ferai plus pareil. Ça, c'est sûr. Parce que ma vision est ok. différente, évidemment. D'accord, et justement, ça rejoint quand même le but de la question, l'objet de la question. Tu dis que tu n'entraînerais plus pareil. Justement, c'est quoi ce plus pareil? Ça porte sur quoi? J'imagine que c'est tout ce que tu nous as dit, peut-être avec le perceptif, Euh, peut-être davantage. parce que j'ai compris, si tu veux, avec les années, qu'aujourd'hui, rendre un athlète meilleur, en un, je pourrais plus le faire tout seul. Euh, je, plus ça va, plus je reste très humble avec ce qu'on est en capacité de faire en tant qu'entraîneur. Je collaborerais un maximum avec beaucoup de dimensions, en fait, si j'entraînais aujourd'hui. Voilà, c'est ce que je ferais. Euh, je me suis rendu compte avec les années que tout seul, je serais pas assez efficace, en fait. On pense l'être quand on est jeune, parce qu'à un moment donné, évidemment, on manque d'expérience, on fait des tas de choses, on a le nez dans le moteur, et c'est normal. Mais je sais aujourd'hui que, même malgré toute ton expérience, si je devais entraîner tout seul un athlète, ouais, je pourrais le faire. Mais je sais qu'à un moment donné, il y a des tas de dimensions sur lesquelles je ne suis pas expert et il faudrait que j'aille chercher de l'expertise et que je gérerai évidemment pour rendre cette athlète meilleure en fait. Tu vois? Ah Donc ouais, 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 je c'est serais intéressant. plus un entraîneur, je serais un entraîneur en fait, euh, directeur de performance en fait. Je gérerais, je gérerais un groupement d'experts, un groupement de personnes qui viendraient accompagner l'athlète en fait. C'est ça que je ferais. Et Ah, c'est ok, peut-être ça ok, d'ailleurs ok. que je risque de faire dans les prochaines années d'ailleurs. Donc, D'accord. et- parce que donc j'irais en fait, je serais un entraîneur qui irait chercher des leviers de performance autour de moi pour l'athlète en fait. Voilà ce que je ferais. Ok, ok, ok. Non, mais c'est assez clair et c'est intéressant, même en tant qu'entraîneur. C'est vrai on peut avoir cette tendance des fois à se refermer sur nous-mêmes avec l'athlète, je trouve, et de C'est former l'erreur que justement j'ai du envie haut. de dire. C'est le message que j'ai envie de faire passer aux jeunes entraîneurs entre guillemets ou moins jeunes entre guillemets, hein. Ne vous enfermez pas sur vous. C'est l'erreur à ne pas commettre. On est toujours meilleur quand on va chercher des collaborations sur les différentes dimensions de la performance. Voilà, c'est le message que je veux faire passer, quoi. Faut rester D'accord. tellement humble. Faut rester tellement humble. C'est l'athlète qui performe, c'est pas l'entraîneur. Ah bah Le dernier, c'est un beau message. si, 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 si tu n'as pas
J'ai toujours dit que si tu n'as pas une pierre précieuse à ciseler, tu feras pas d'athlète performant. On est là que pour ciseler les athlètes quelque part. Tu comprends? Oui, tu l'as beaucoup dit ça. En tout cas, je l'ai Donc, beaucoup à un moment entendu. donné, il faut arrêter de penser que l'entraîneur, c'est lui le champion du monde et c'est lui qui va faire gagner l'athlète. Mais non, mais non. On ne fait que les accompagner à essayer de produire de la performance. Restons très humbles. Quand un champion gagne une grande course, c'est pas grâce à l'entraîneur. C'est grâce aux nombreuses personnes qui l'ont accompagné pendant des années et grâce aux choses qu'il a mis lui en place avec le temps. On n'a été qu'un petit maillon qui a permis à un moment donné d'apporter ça en fait. Mais rangeons-nous derrière la performance. Rangeons-nous derrière ce que produisent les athlètes. Restons très humbles. Ça, j'aimerais faire passer le message également. Non, bah, Voilà. c'est important, je pense, et que ça vienne de toi, surtout. Et maintenant, j'avais une dernière question pour venir clôturer ce podcast. Elle porte sur les perspectives dans l'entraînement. Donc, pour toi, quelles pourraient être les prochaines grandes évolutions dans l'entraînement et la performance en cyclisme? Bah, je pense que je l'ai un petit peu évoqué pendant notre discussion. Le message que je veux faire passer, c'est que il faut vraiment que les entraîneurs, les accompagnants, on va dire, fassent tout pour faire en sorte que les athlètes de demain soient des véritables acteurs de leur modèle de performance. Ça sera le seul moyen si on veut tirer la quintessence d'un athlète. Il faut arrêter d'être des producteurs de watts et de passer son temps à faire des statistiques de watts. J'adore ça, hein. Je suis pas contre, encore une fois, hein. Il faut faire en sorte que les athlètes soient des penseurs de leur production d'action. Tu vois ce que je veux dire? Que les athlètes soient en capacité à un moment donné à être des leviers de solutions pour leurs accompagnants. Que les athlètes soient capables de dire à un moment donné à un entraîneur, écoute, ce que tu te donnes là, ça va pas, ça fonctionne pas. Je préférais qu'on aille sur ce terrain-là. Voilà, c'est ça l'entraînement de bonheur. On a beaucoup plus d'outils qu'avant, parce qu'évidemment, on a tout ce qu'ils produisent, on ne l'avait pas avant. Mais, mais par pitié, utilisons toute la production des athlètes, tous ces capteurs rationnellement. C'est ça que j'ai envie de faire passer. Par Ah, pitié, d'accord. utilisons C'est ça rationnellement. Arrêtons de faire des statistiques et de faire sur des qui bah, vraiment n'ont plus de sens en fait. J'irai pas plus loin, mais qui n'ont plus de sens. c'est marrant parce que tu aurais pu aller justement vers, avec cette question, vers plus de technologie. Tu aurais pu parler de l'intelligence artificielle, mais finalement, tu as préféré parler de l'humain et remettre l'humain au centre. J'ai l'impression que c'est presque paradoxal par rapport à la période que l'on vit actuellement. Non, parce que je vais aller justement sur ce terrain-là, je voulais y aller, c'est que l'IA va nous permettre demain, même aujourd'hui, de faire en sorte si les athlètes fonctionnent comme je te l'ai évoqué, à mieux comprendre la relation entre charge interne et charge externe. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que si tu mets l'IA aujourd'hui que sur de la charge externe, en gros que sur les data puissance, on va s'y perdre. On ne saura pas on ne connaîtra pas la charge interne de l'athlète. Tu comprends? Là, je vois aujourd'hui, par exemple, par moment euh, des entraîneurs, on pose souvent la question, qui veulent déterminer des indices de fatigue qu'avec des watts. Mais ça n'a pas de sens. Mais ça n'a pas de sens. La fatigue, elle est avant tout centrale, elle est périphérique, elle est mentale. Comment tu veux la déterminer avec des watts? Ça veut dire que l'IA demain pourra te permettre de mieux comprendre la relation, parce que vous voyez que les modèles avant de Calvert et de Badister, hein, les modèles des années 80, qui sont toujours en cours, de mieux comprendre la relation entre la fatigue de l'athlète et ce qu'il produit en performance via l'IA, quand tu auras des données à la fois perceptives, biologiques et de puissance. L'IA va te permettre à un moment donné justement de mouliner tout ça et de mieux comprendre tous ces effets-là. Là, je suis complètement d'accord. Mais si tu passes ton temps à mettre de l'IA que sur des data puissance, on n'avancera pas plus que ça. On va un peu avancer, mais pas plus que ça. Donc l'IA servira quand tu arriveras justement à un moment donné à, à, à faire mouliner tout ce qui est en charge interne avec tout ce qui est en charge externe. Ouais, ok. Non, bah, je trouve que c'est une bonne conclusion, justement. En tout cas, merci d'avoir participé à ce podcast. Franchement, la discussion, elle était très intéressante. Après, si tu as envie
de rajouter une dernière chose qui n'a pas encore été dite, tu peux y aller, hein, il n'y a pas de souci. Non, bah, je pense qu'on a dit beaucoup de choses et on va s'arrêter là. Ouais, je pense aussi, On fera c'était notre podcast. intéressant. C'est ça, c'est ça. Merci en tout cas encore pour cet éclairage et puis on se dit à bientôt. Merci à toi. Salut.